Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Ombre, que j'ai déjà interviewé et avec qui j'ai déjà réalisé un podcast sur les fouets dans le BDSM. Même qu'on avait passé un bon moment ensemble à enregistrer ça. Ça a été très agréable, pour ça qu'on remet ça. Voilà. Ça me fait très plaisir donc de remettre le couvert avec toi, et cette fois nous allons parler des hommes dominants et des raisons qui peuvent pousser un homme à endosser ce rôle. D'accord. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter pour ceux qui t'avaient déjà entendu? Bien sûr, bonjour Steve, bonjour Internet. Alors, voilà, donc moi c'est Ombre, j'ai 50 ans, bien passé, voilà. Je suis donc mâle, dominant, sadique, et comme me qualifie un de mes amis, bisexuel à très forte tendance hétérosexuelle. Voilà. Et comme tu l'as dit, tu es dominant, et en l'occurrence, tu es en couple. Donc tout à fait, j'ai la joie d'être en couple avec Opal, que je salue, depuis 3 ans. Voilà, ça va faire 3 ans dans quelques jours. D'accord. Je la salue aussi au passage. Voilà. Est-ce que tu veux préciser dans quel domaine tu travailles? Oui, je suis dans le milieu de la finance. D'accord. Voilà. Alors, la première chose que j'aime demander d'ailleurs à toutes les personnes que j'interviewe, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ce qui, dans ton parcours, a fait que tu aies fini par devenir dominant, le sujet de l'interview. Par le devenir ou par peut-être toujours l'être? Voilà, c'est la question que je me suis posée à peu près toute ma vie. Donc oui, d'aussi loin que je me souvienne, même enfant, le côté dominant n'y était peut-être pas encore, mais le côté sadique, oui. Je me souviens de mes premiers jeux quand on joue au docteur ou ce genre de choses, où j'aimais prodiguer de la douleur. Ça me donnait une sensation peut-être un peu euphorique. Voilà, bon, c'est assez vieux pour s'en souvenir, mais c'était quelque chose de très proche. Il y avait également un côté de ma morale qui allait contre ça, puisque après, je me rappelle que je prenais mes partenaires dans les bras pour les consoler. Donc il y avait déjà l'aftercare, quelque part. Voilà. Et la chose qui m'étonnait le plus, c'était que le lendemain ou le surlendemain, les petits camarades revenaient jouer avec moi et me disaient « On retourne jouer au docteur ?» Première découverte. Oh, voilà. Et une rencontre. Voilà, j'avais 17 ans, une femme qui était de un peu plus de 13 ans, mon aîné, qui avait une trentaine d'années. Une femme magnifique, je parle pas forcément physiquement, mais dans tout ce qu'elle était, un vrai fantasme. Et moi, 17 ans, une femme comme ça, jamais. Voilà, et un jour, on discutait, on prenait un café, et là, elle me dit que, gentiment, elle m'aurait bien mis le grappin dessus. Et ça a donné quelque chose comme, c'est à moi qu'elle parle. Voilà, c'était impossible, je pouvais même pas imaginer ça. Et ça s'est fait, voilà. Et ça s'est fait, alors au début très vanille. Elle était très libertine dans le sens premier du terme, c'est-à-dire, elle avait repoussé les carcans de la morale et allé au-delà. Elle m'a fait faire, on va dire, mes premières armes alors au départ, donc même des choses comme le triolisme ou ce genre de choses. Et on a commencé très gentiment à mettre des petites touches de BDSM où elle me disait bah, « Tiens, tu pourrais faire ça comme ça, m'attacher comme ceci, comme cela ». C'était très léger, très gentil. Et le jour où j'ai fêté mes 18 ans, et donc je dis bah ok, on va dîner. Elle me fait oui, on va aller chez des amis, je vais te présenter des jeux. Et on est arrivé dans un grand appartement, assez vide, et où il y avait des convives qui étaient dans des tenues qu'au départ j'ai trouvé un peu bizarres. Voilà. Quelle tenue? Il faut que tu en dises plus. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas très habillés, sans être totalement nus, mais il y avait des guêpières, des porte-jartelles, ce genre de choses, des talons hauts. Il y avait des hommes qui étaient juste en chemise et en caleçon. Il y en avait qui étaient habillés de manière très, très stricte aussi, voilà.
Je me suis retrouvé là et tout le monde s'est retourné vers moi en disant « Ah bah, le voilà ». Donc, elle venait me présenter. Donc, alors j'étais bien entendu le Benjamin, 18 ans, je crois que la personne la moins âgée du groupe devait avoir 25-27 ans. Voilà, donc premier repas, premier jeu, première fois où j'ai été complètement ridicule, parce qu'à l'époque, malgré la littérature, malgré tout ça, énormément d'a priori, énormément de pensées fausses, de croyances, ce genre de choses, et où les gens me regardaient en souriant et me faisaient « Non mais, bouge pas, on va t'expliquer ». Voilà. Et donc petit à petit, les barrières qui tombent, ah bon, c'est comme ça, mais on est plusieurs, je suis pas tout seul. Voilà, là je le vois, je suis pas tout seul. Première démonstration, alors moi j'ai rien fait. J'ai regardé, j'ai profité du spectacle, j'ai vu des choses magnifiques. Première démonstration de alors de fouet, et qui est devenu mon instrument de prédilection. Donc, il est possible que ça vienne de là. Voilà, et à un moment où il y avait une très belle soumise sur une croix qui était en train de se faire fouetter, je regardais ça, mais j'en pouvais plus, ça montait. Et la personne avec qui j'étais vient poser la tête sur mon épaule et regarder, et elle me glisse à l'oreille, vivement que t'apprennes. Oh c'est parti là. Ouais, je vais apprendre. Voilà. tout ce que tu veux. C'était ça, c'était un vrai Pygmalion, quoi, et qui... je peux pas l'appeler ma soumise. Voilà, parce que c'était elle qui menait le jeu, c'était elle qui menait la danse, et voilà. Voilà, et plein de leçons de vie comme ça, sur se comporter, dans ce genre de soirée, ne pas être gêné. Voilà, donc je raconte ça, on en rigole, on fait mon trousseau, on passe presque 2 ans. Voilà, elle me donnait les lectures, on apprenait des tas de choses, on pratiquait. Et au bout de 2 ans, elle me dit, bah voilà, maintenant t'es grand, et il est temps de voler par tes propres ailes, va-t'en. Voilà, sors des jupes de maman, en gros, hein, voilà. Alors moi sur le coup, non, moi je suis bien, je veux rester. Et puis elle m'a dit, non, parce que dans tes armes, tu as besoin également d'aller voir les autres, de connaître d'autres. Je t'ai fait rencontrer des gens, voilà, tu les connais, vous êtes devenus, peut-être pas amis, mais complices, voilà. Et tu as besoin d'aller découvrir ailleurs, et puis d'avoir d'autres gens. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à ce moment-là parce que tu es amoureux ? Complètement. Complètement. Je veux dire, la première fois, ça marque. Et la chance que ça se passe excessivement bien, avec des gens bienveillants, avec une chance. Quand j'entends des fois des novices qui me parlent de leur parcours, je me dis, mais quelle chance j'ai eue, c'est... Voilà, j'avais gagné au loto un peu, c'était... voilà, mais je savais même pas que ça pouvait exister comme ça. C'était... Voilà. Donc ouais. Oui, beaucoup de mal à... Mais on avait gardé un lien, on avait gardé un contact, elle m'avait dit si t'as besoin, donc on s'est revus, on papotait, et il est arrivé quelques fois qu'on dérape. Ouais. Voilà. Donc du coup, on comprend bien que dans ton parcours, tu as croisé pas mal de personnes, notamment en sortant en soirée ensuite. De toute façon, tu avais commencé très jeune, on a bien compris, dès 17 ans. Et tu as croisé beaucoup d'hommes dominants, en l'occurrence, aussi. Aussi, oui. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai choisi, pour pouvoir parler de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on domine? Quels sont les différents types d'hommes dominants qu'on peut croiser? D'accord. Sachant que ça peut être par jeu pour certains, parce que ça peut être aussi un état d'esprit pour d'autres ou une nature. Plus. Enfin. Pour toi, en tout cas. Pour moi, mais même de la majorité des dominants que j'ai rencontrés, l'impression que ça m'a donné, c'était qu'il y avait beaucoup plus de gens qui l'étaient par nature que par jeu. C'est arrivé, mais c'est arrivé après. Parce que l'histoire du BDSM a évolué en France. Donc, quels sont les différents types de dominants qu'on peut croiser? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, au lieu de dire plutôt des types. Une des raisons que moi j'ai identifiées, et ça me plaisait bien d'en parler avec toi, notamment parce que c'est le sujet de mon roman, d'écrire un petit peu comment on peut dominer, notamment qu'est-ce que ça peut donner de mauvais, mais on va en parler après.
une des raisons que moi j'ai identifiées, mais qui ne correspond pas à ta façon, la façon que toi tu as décrit de dominer, d'être dominant pour toi-même, c'est le besoin de tout contrôler, et pas forcément que dans la sexualité d'ailleurs, l'avoir envie de contrôler son environnement, les personnes. Peut-être une manière de ne pas être déçu ou ce genre de choses. Voilà, d'avoir ce besoin de contrôle pour ne pas laisser la main à l'autre ou aux autres et que tout se passe comme on le veut soi. Sous-entendu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quelque chose comme ça, voilà. Donc là, je peux pas parler au nom de ces gens-là parce que c'est pas mon credo. Voilà. Il y en a un qui est décrit comme ça, alors je vais pas citer ça comme une référence, mais disons qu'il y en a un qui est décrit comme ça, et j'ai entendu plusieurs fois ce mot control freak. Ouais. C'est Christian Grey, si on peut donner un archétype de celui qui veut pas lâcher l'affaire. Alors, je suis pas fan du personnage. Je suis pas fan non plus, mais disons que je le connais vraiment très succinctement pour avoir regardé un film. Et ça s'est arrêté là. Donc, alors j'ai lu le premier tome et j'en ai beaucoup entendu parler, et c'était pour donner un exemple. Effectivement, ce personnage-là, il a un côté d'ailleurs toxique parce que alors toxique, on pourrait reparler, on pourrait utiliser différents mots, mais disons qu'il a un côté potentiellement dangereux dans la relation qu'il construit avec l'autre personnage, Anastasia, parce que il veut tout contrôler, il lui laisse pas vraiment d'air, et ça peut amener un certain nombre de situations pas très saines. Alors, je serais entièrement d'accord avec toi, et d'ailleurs, dans ma manière de fonctionner, d'ailleurs, Opal pourrait le confirmer, j'ai toujours dit que je bâtis une cage, mais la porte est ouverte. Si l'oiseau veut s'envoler, il s'en va. Mais si la cage est agréable, l'oiseau reviendra. Et c'est un peu comme ça que j'ai bâti mes relations. Si la personne s'en va, c'est que ça lui convenait plus, ou qu'elle a trouvé mieux ailleurs, et je vais être très heureux pour la personne, même si c'est pas agréable de se séparer. Voilà. Mais je préfère le bâtir comme ça, et j'ai remarqué que c'était bien plus attirant quand on laisse la porte ouverte, quoi. Voilà. Et en ayant connu pas mal de soumises qui me disent mais c'est assez formidable parce qu'on se sent pas oppressé, on sent qu'il y a une liberté, on sent que voilà. Et j'ai connu effectivement des hommes qui étaient plutôt des gardiens de prison. Alors, ce que tu décrivais, ça ressemble un petit peu le dominant gardien de prison. J'aime bien ce terme-là. Comme ça, oui. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Ressemble à celui qui, finalement, quelque part, pourrait garder la prison parce qu'il manque d'assurance. Sous-entendu, il n'est pas sûr que la personne reviendra. C'est exactement... C'est très exactement ce que je pense. C'est, je pense, une peur de perdre... Alors, je ne remets pas en cause les sentiments de ces gens, de perdre justement l'être aimé. Et un moyen de ne pas le perdre, c'est de le mettre en cage. Voilà. Quelque part, c'est une façon de dominer pour maintenir le lien, en pensant que si on arrête de dominer, le lien va se casser. Voilà, tout à fait. Alors que moi, je préfère un lien beaucoup plus libre, et qui va m'obliger aussi, d'une certaine manière, à le faire plus solide, parce que j'ai pas envie de perdre la personne que j'aime. Donc, je suis obligé de construire un lien très solide pour surtout pas qu'il casse. Ce qui ne veut pas dire qu'on réussit à chaque fois. Ce qui ne sera possible, ce que tu viens de décrire, qu'à partir du moment où il y a une communication minimale instaurée. Quand je dis minimale, ce serait plutôt maximale. Effectivement, dans le cadre du BDSM, elle est indispensable. Voilà. Je parle souvent du contrat. Je suis adepte du contrat et il y a beaucoup de gens qui me disent mais on n'en a pas besoin parce que avec une communication, on arrive à la même chose. On va préciser juste une chose. Il arrive souvent, parce que je fais des vidéos aussi à destination de ceux qui ne connaissent pas les relations de domination-soumission et le BDSM d'une façon plus générale, mais il peut arriver que dans une relation de domination-soumission, le maître fait signer un contrat à sa soumise. Ou la maîtresse fait signer un contrat à son soumis. Un contrat à son soumis, voilà, tout à fait. Donc c'est un contrat dans lequel on va mettre les règles de la relation, les limites, poser des limites, ça
c'est ce que vous voulez. Voilà, ça peut être ne pas empiéter sur la vie familiale ou la vie professionnelle, avec également ce qu'on appelle une checklist, dans lequel on met les pratiques que l'on connaît moins, que l'on ne connaît pas, celles qui nous attirent, celles qui nous font peur, celles pour lesquelles on a une répulsion et où il ne faut surtout pas y toucher parce que ça fait partie d'une peur ou d'un traumatisme ou autre, voilà. Ce qui laisse entendre que dans les contrats de soumission, on peut intégrer un fameux questionnaire, le fameux questionnaire de soumission. Tout à fait. C'est pas un pouvoir magique, mais disons que ça permettra peut-être plus facilement de s'apercevoir qu'il y a eu débordement. Aussi, tout à fait. Pour ma part, le contrat, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Je la mets tout le temps, j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Donc elle est inutile, je l'enlève. Voilà, c'est ça. Il y a un autre type de dominant que j'ai imaginé, que je pense parfois avoir croisé, c'est celui qui domine pour éviter de l'être soi-même. Alors, je vais préciser ce que je vais dire. Quand on rentre dans cette fameuse communauté BDSM, souvent, on a affaire, assez rapidement, on se confronte aux relations DS, et donc on choisit quelque part un camp. Soit on est dominant, soit on est dominé. Et assumer d'avoir des pulsions, des envies de soumission, c'est pas forcément évident. Est-ce que certaines personnes, parfois, pourraient se dire « je vais choisir l'autre camp parce que ça m'évite pour l'instant de me confronter à l'autre position qui pourrait également m'attirer ». Alors, c'est pas impossible. Par contre, c'est une erreur. Le côté dominant va pas être beaucoup plus simple. Et il faut l'assumer également. Le dominant a un rôle quand même assez prépondérant. Je ne vais pas dire qu'il est supérieur à la soumise ou ce genre de choses, mais il y a un rôle à tenir et il faut... soit il faut avoir ça dans le sang, on va dire, que ce soit sa nature, sa personnalité, son caractère ou quoi, soit il va falloir réellement se tenir à une règle, un protocole qu'on a mis en place. À ce niveau-là, on va avoir un phénomène qui est peut-être un phénomène de société. Faut pas oublier que si aujourd'hui le BDSM s'est démocratisé et assez bien perçu, pendant des années, on nous a traités de malades. Voilà. Au sens propre, hein. Ah, mais on est encore dans le DSM, hein. Ah non, on n'y est plus, Voilà. J'ai fait un sujet Ah si, avec... si, on y est encore. Ouais, c'est défini comme encore. paraphilé, mais ce n'est plus défini comme des déviances ou de la maladie d'ordre psychiatrique, c'est ça que je veux dire. Par contre, effectivement, ce qui est différencié, ça va être les gens qui vont l'assumer et auxquels ça ne va pas poser de problème dans la vie, donc ils vont pouvoir avoir une vie normale, on va dire normale Voilà, entre guillemets, et ceux à qui ça va bouffer la vie. Mais cet écart, il est très très mince. Donc tu disais qu'effectivement on est dans une période où le BDSM est quand même mieux accepté par la société. On pourrait... on va le mettre entre guillemets. Parce que pourrait mettre toutes les guillemets que tu veux, mais voilà. Globalement c'est quand même mieux qu'il y a 30, 40, 50 ans. Tout à fait. Où on pouvait rester des années en se demandant si on était tout seul à avoir cette maladie-là, d'avoir envie de fouetter ses partenaires. C'est ça, de se poser des questions, de se dire je suis pas bien, je suis pas normal. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a quand même moins de chances que ça arrive aujourd'hui, en particulier avec Internet. Donc, j'espère en tout cas. Mais... Et notamment, on voulait rebondir sur le fait qu'on peut devenir dominant ou en tout cas avoir ce rôle-là par provocation. Complètement, oui. De la part, par exemple, de quelqu'un qui, justement, n'arriverait pas dans sa vie à assumer tous ses côtés ou quoi, qui va trouver dans le BDSM et dans une relation comme ça, quelque chose pour se surpasser et pour exprimer tout ça. Ouais. D'accord. Donc tout ça pour faire, il n'y a pas vraiment de catégorie à faire, de catégorisation, mais là on parlait jusqu'à présent essentiellement des dominants qui le sont par nature. Oui, on va les appeler comme ça. Voilà. Mais il y en a toute une autre catégorie, on va dire les dominants par jeu. Voilà, et en l'occurrence, ceux-là se sont pas mal démocratisés, en particulier avec l'arrivée d'Internet et d'un certain livre qu'on a cité tout à l'heure. Voilà. Les dominants par jeu dans ceux-là qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît le mieux, d'ailleurs je fais un appel à témoins quelque part,
si quelqu'un qui est comme ça veut que je l'interviewe, qu'il n'hésite pas à me contacter. Mais quand on dit par jeu, c'est que on peut vouloir jouer ce rôle par envie de ressentir les choses plus fortement. Oui, clairement, peut-être mettre du sel dans sa vie, ce genre de choses. Voilà, ou voire même un peu de piment. De piment, voilà. comme le dit le squal, voilà, qui est un homme et qui dit très justement le BDSM, c'est le piment, le côté vanille, c'est l'autre côté. Alors pour les gens qui pourraient ne pas savoir ce qu'est un vanille, les vanilles, dans notre jargon, ce sont les gens qui ne pratiquent pas le BDSM. Voilà. Terme qui n'est nullement péjoratif. Parce qu'effectivement, j'ai un certain nombre de personnes qui pensent que c'est péjoratif de... Pas du tout, voilà. C'est pas du tout le cas. Et donc, cette personne dit très justement, donc, c'est bon la vanille, mais quand on a goûté au piment, c'est fade. Donc on disait par envie de ressentir les choses plus fortement, pour se sentir plus désiré, peut-être aussi parfois, parce que forcément le côté un peu mystérieux du dominant, non, on peut imaginer que ça attire. Penses-tu? Pour se sentir plus vivant aussi, il faut bien avouer que les relations BDSM amènent effectivement le piquant dont on vient de parler, le piment dont on vient de parler, qui fait que on peut ressentir les choses plus fortement. Oui. Et est-ce que par hasard, ça peut pas être l'inverse? C'est-à-dire que d'avoir une nature peut-être plus passionnée qui va amener à ça. Oui. Voilà, mais c'est le fait d'avoir une nature plus passionnée qui va amener à ça. Et pas le fait de vouloir quelque chose de plus passionné et donc on va aller prendre quelque chose pour le créer. C'est un besoin. Alors ça peut être un besoin et ça peut être aussi une découverte, et tu l'as bien expliqué au début de l'interview, ça peut être aussi une découverte provoquée par quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes. Complètement. Voilà. Complètement, voilà. Et ce qui revient un petit peu au même, ce que je viens de dire, pour le côté sexy et mystérieux, pour l'exotisme. Ça fait rêver. Voilà. Non, mais voilà, faut pas se le cacher. Oui, c'est quelque chose qui peut plaire, qui peut faire peur également, mais la peur, ça peut attirer. J'ai connu des tas de soumises qui voulaient toucher du doigt l'interdit, le côté sacré, le côté justement des fois un peu amoral, où on a envie de sortir du cadre et d'aller vers autre chose. Oui, non, ça attire. Ça attire, clairement. Je voudrais repréciser une chose, compléter ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des gens bannis, parce que c'est intéressant ce que tu disais, le fait que ce soit pas péjoratif dans notre bouche. Mais non seulement c'est pas péjoratif, mais en plus, les gens n'ont pas tous besoin, le BDSM, c'est pas fait pour tout le monde. Et en plus, ça dépend à quel niveau on pratique ou pas. Mais autant on peut très bien vouloir se poser la question de savoir si c'est intéressant, essayer une pratique ou l'autre, avoir juste un fétichisme qui fait partie de la nébuleuse BDSM, tout à fait. Et puis s'apercevoir finalement que soit ça aura eu un intérêt temporaire et puis que finalement ça durera pas. Et que finalement, voilà, ça dure pas. Ou même, on peut le voir comme le pratiquer à divers niveaux. Un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure dans la cuisine. On peut aimer cuisiner à la maison et ne pas être un grand chef. Pour être un grand chef, faut travailler, c'est un métier que moi j'adore, que je trouve respectable, voilà. Mais c'est quand même un côté professionnel, voilà. Et des gens qui vont le pratiquer de manière plus légère, en dilettante, qui vont, c'est pas une nature, c'est un jeu. Qui vont s'amuser. On en a envie. Qui vont s'amuser. Et voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, être dominant, et parce que c'est notre nature, ça a un impact sur le temps qu'on y passe. Sur toute notre vie. Voilà. Je veux dire, voilà, on pourrait pas en faire le tour, c'est le temps, c'est chronophage, c'est une implication de chaque instant, c'est une vie. Voilà, je vois pas comment le définir mieux que ça. Alors on va aborder un autre sujet sur lequel on n'était pas tout à fait d'accord tout à l'heure, c'est l'importance pour moi de se découvrir vite. Alors je voudrais d'abord préciser ce que je voulais dire par là. Je trouve que quand on est
dominant, mais quand on est soumis ou quand d'une façon générale on s'intéresse au BDSM, il est préférable de se poser la question assez rapidement parce que sinon on est susceptible de se mettre en relation avec une personne qui finalement ne va pas nous convenir. Non, Et pas donc les on est mêmes susceptible attentes, de pouvoir lui faire du mal parce qu'on découvre à un moment où parfois on a pu refouler des pulsions parce qu'on les assumait pas ou parce que la société ne les accepte pas beaucoup. Et ça peut faire du mal. Et je voudrais remettre en lumière l'interview de Georges, Maître Georges, qui le qu'on dit salue bien, au passage. qu'on salue avec grand plaisir au passage, et qui le dit bien d'ailleurs dans son histoire. Il y a des moments où il découvre que ça lui plaît et il est déjà marié. Enfin, il a d'ailleurs cette grande force d'être capable de le dire très honnêtement que tout n'a pas toujours été rose et qu'on prend parfois des décisions difficiles qui sont pas forcément toujours les bonnes d'ailleurs. On fait comme on peut, on est humain. Hein. Voilà, que ce soit par nature ou par jeu, dominant, nous restons des êtres humains parfaits. Voilà. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est se découvrir vite. Non, se découvrir. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui est très vraie, c'est se poser rapidement les questions. Mais se poser rapidement les questions, c'est pas se découvrir, parce qu'il faut avoir les réponses. Voilà. Et là, pour moi, vite, non. Faites-le bien. Si vous avez besoin de prendre du temps, prenez du temps. C'est pas un jeu, c'est pas une course. C'est votre vie dedans. Donc, prenez le temps de le faire. Soyez pas pressés. J'ai vu beaucoup de novices qui étaient pressés d'accéder à un truc. Je veux faire du fouet, je veux faire de ceci. Prenez du temps. Ça prend du temps. Faut déjà accepter ce qu'on est. Simplement ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus évident. Il y a 20 ans, vous faisiez la moindre allusion au sadisme, on vous regardait bizarrement et... On était sadique avec vous. Ah mais non mais clairement, mais voilà. Et c'était donc une partie qu'on cachait, on n'en parlait pas, voilà. On avait un peu plus de mal également à trouver un ou des partenaires, parce que justement, il fallait pas trop en parler. Donc, si on n'avait pas la chance d'avoir été introduit dans un cercle, c'était une bataille, c'était monstrueux. Voilà. Alors ça va faire une bonne transition parce que maintenant, c'est bien gentil de donner l'impression que nous sommes des spécialistes. Alors maintenant, on va parler, pour ne pas donner l'impression que nous sommes les sciences infuses sur le sujet, des dérapages qu'on peut faire en tant que dominant. Parce que des dominants qui font des conneries, soit par méconnaissance, soit par passion, j'ai envie de dire, parce qu'ils se connaissent pas assez, enfin pour tout un tas de raisons, et qui vont à un moment ou à un autre pas faire exactement ce qu'il aurait été préférable qu'ils fassent, il y en a pas mal. Et donc tu avais un certain nombre d'anecdotes à nous raconter à ce sujet. Oui, alors, les erreurs par inexpérience... Oh, ne mens pas, tu en as fait. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un pauvre lustre que tu as martyrisé. J'aurais aimé voir une photo. Je m'insurge, parce que c'est pas par inexpérience, c'est par bêtise. L'expérience, je l'avais à ce moment-là. Mais effectivement, oui, un jour, j'ai attrapé un lustre avec un fouet. Voilà. Mais c'est pas par inexpérience. Là, ça a été plutôt par... j'ai péché par excès de confiance. Voilà. D'ailleurs, il m'est arrivé de faire une erreur avec Opal il n'y a pas très longtemps, juste on va dire un geste un peu mal calculé. Voilà, bon, pas rien de grave, pas eu de problème. Donc ça peut nous arriver toute notre vie. Bien entendu, l'entraînement, l'habitude, l'expérience vont réduire ça, mais voilà, c'est toujours la ceinture de sécurité. Elle protège, de temps en temps elle ne protège pas, ou pas assez. Voilà. Et donc, au départ, pour ma part, pas tellement, parce qu'au départ, quand j'ai commencé, déjà il y avait la peur de mal faire, de se tromper, donc j'étais très attentif. Et c'est quand l'expérience est venue, au bout de quelques années quand même, plus d'une dizaine, et où là, j'ai péché par excès de confiance.
Voilà. Et où c'est allé très très loin. C'est-à-dire que arrivé à un moment où on se prend pour Dieu, voilà, alors on peut plus faire d'erreurs. Le sentiment de supériorité. Complet. Ne remet plus en question ni ce que l'on fait, ni ce que l'on est. Voilà. Et je suis tombé un jour sur une personne, une très belle aventure, impeccable, très passionnée, vraiment. De caractère vraiment très passionné, d'ailleurs à tel point que lorsque j'ai rencontré cette personne, j'étais marié. Elle était mariée. On avait des enfants chacun de notre côté, nos vies étaient installées. On a tout envoyé en éclats pour se retrouver. Et un jour, une dispute. Pas quelque chose de grave. Vraiment. Vous vous étiez retrouvés sur les bases d'une relation BDSM? Pas au départ. Pas au départ. Pas au départ. Au départ, vanille, et après, ça a commencé à évoluer. Et on se met chacun en colère, l'un envers l'autre. Et on a réglé ça dans le lit. Bon, avec les jeux qui vont avec ou quoi. Et je sais pas si vous avez déjà eu un orgasme sous le coup de la colère. Mais c'est juste fulgurant. Parce que vous avez de l'adrénaline qui est montée avec la colère et qui va se mélanger à ça. Et ça multiplie énormément de choses. Sur le coup, on reste un peu bête, on reste un peu interdit en se disant mais ouf, c'était bien ça. Alors on se renseigne sur est-ce que c'est un état psychologique, et on commence à trouver des réponses. Alors oui, il y a un côté psychologique, mais il y a également un côté biologique justement, avec entre autres l'adrénaline. Eh ben, il nous en a pas fallu plus pour reproduire l'expérience, et encore, et chercher des raisons de se mettre en colère l'un envers l'autre. Et plus ça va, plus vous en voulez, et plus ça monte. Et à la fin, c'était deux bêtes fauves qui se sautaient dessus pour régler ça. Pas de violence physique, hein, mais chercher cet état de colère quasiment permanent pour retrouver le plaisir de l'orgasme qui était derrière. Voilà. Seulement, si le faire une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Quand vous vous prenez au jeu et que vous le faites tous les jours, c'est destructeur. Et là, avec chacun la meilleure volonté du monde, avec des sentiments extrêmement forts l'un pour l'autre, on a commencé à se détruire petit à petit. C'était pas une relation toxique, c'était un passage qui était très destructeur. Voilà. Il y avait aucune malintention, ni de l'un ni de l'autre. Une erreur de ma part monumentale, celle où je croyais que je maîtrisais tout, que j'arrivais à tout faire, qui m'avait laissé passer. J'avais mis de côté certains protocoles de sécurité, et pourtant, ça nous aurait permis de voir qu'on était en train de déraper. Ouais. Et là, on n'avait rien pour nous permettre de voir qu'on dérapait. Et l'éclair est venu un jour où on n'était pas ensemble, où elle était chez elle, j'étais chez moi, et elle m'appelle et elle me dit « T'as vu cette histoire de couple ?» Non, et elle m'envoie le lien, donc je regarde, je lis l'article et on en discute au téléphone. Et l'histoire de ce couple, c'était la suivante. Une dame avait poignardé son compagnon de 6 coups de couteau ou 7 coups de couteau, un truc comme ça. Et lors du procès, alors il s'en était sorti vivant, heureusement, et lors du procès, lui a fait une déclaration comme quoi il voulait que l'instruction s'arrête, qu'on libère sa femme, qu'on la lui rende parce qu'il l'aimait. Ils en étaient arrivés à un point où il n'y avait plus de raison. Voilà. Et où j'ai lu ça et où j'ai dit, c'est nous. C'est nous dans 20 ans si on continue. Et elle m'a dit, c'est exactement ce que je pense. Voilà. On avait des sentiments et on est en train de basculer là-dedans. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui nous a donné le déclic. Et on a dit, ça, faut qu'on arrête. Donc on a arrêté. Et malheureusement, quand vous arrêtez ce genre de choses, vous avez connu des moments passionnés comme c'est pas permis, on s'ennuie. Il y a un côté addictif. Voilà. Et on s'ennuie. Et là, j'ai dit, si on continue comme ça,
on va finir par se détester. On était vraiment, on va dire peut-être au point culminant de la relation. Et j'ai dit, on s'arrête là avec des souvenirs incroyables. Et voilà, on a préféré s'arrêter là. Mais c'est toujours quelqu'un avec qui je parle de temps en temps, et voilà, on a refait nos vies, il y a une très belle vie après, il n'y a pas de... Voilà. Donc ouais, dans les dérapages, je pense que les dérapages les pires sont ceux qu'on a avec de l'expérience. Ou le moment où on croit que, bon, on a 30 ans, on pète le feu, on est invincible, et on a envie de bouffer, de croquer la vie, et voilà. Et ouais, voilà. Le sentiment de supériorité est dangereux. Alors, Clairement. Clairement. c'est Voilà. très clairement Mais ce que j'écris dans Ma soumise, mon amour, hein, c'est vraiment ça. Donc, bah, écoute, je pense qu'on a bien résumé les risques à pratiquer le BDSM et à être dominant. Et dans le contexte des relations DS, évidemment, le dominant, il a une responsabilité très importante, il faut le rappeler. C'est lui qui dirige le jeu, voilà. ou la relation. Si Voilà. on peut On appeler veut ça dire un qu'il jeu. est le gardien des règles, et lui ne doit pas les transcender, Voilà. clairement. Et pour autant, il n'est pas infaillible. Et je pense qu'il ne faut pas le regarder comme une bête fauve parce qu'il s'est trompé, ce qui implique qu'il doit quand même, lui, apprendre de ses erreurs. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Une erreur n'est pas grave à partir du moment où, petit 1, on la reconnaît, parce que tout part de là. Ouais. Tant que vous la reconnaissez pas, qu'on essaye de la rattraper le mieux possible. Des fois, c'est pas possible. Et qu'on en tire les leçons pour jamais les répéter. Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Voilà. Ça résume exactement ça. On fait tous des erreurs. Une soumise novice, un jour, m'a demandé, m'a dit, mais comment je peux m'assurer d'avoir un dominant en face de moi qui va être, on va dire, bienveillant, ou ce genre de choses. Et j'ai dit, ben, vous allez le voir, vous allez prendre un café ensemble? Et elle me dit oui. Et j'ai dit, ben, posez-lui une question, et voyez comment il réagit. Demandez-lui les erreurs qu'il a faites. Si c'est quelqu'un qui vous dit j'en ai pas fait, fuyez. Ouais, clairement. Voilà. Si c'est quelqu'un qui veut pas vous en parler, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Regardez la réaction qu'il a. Et si c'est quelqu'un qui vous en parle, alors c'est quelqu'un qui a déjà reconnu ses erreurs et qui, normalement, a travaillé dessus pour pas les refaire. Et là, peut-être que vous aurez quelqu'un de beaucoup plus sain. Voilà. Ok.